bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le secteur des télécommunications, avec un dossier consacré aux atouts et faiblesses de ce marché en Côte d'Ivoire. Au programme également de cette émission, un projet de résolution déposé par les États-Unis ce lundi appelle au déploiement d'une mission d'enquête de l'ONU au Burundi. Et en Centrafrique, le groupe rebelle FPRC menace la tenue des élections du 27 décembre prochain. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Daouda Tal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous nos téléspectatrices et téléspectateurs. Samuel Gembog, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Et Jean-Marie Dutomo, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Un projet de résolution déposé lundi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU appelle au déploiement en urgence d'une mission au Burundi. La résolution sera débattue ce jeudi. Vendredi dernier, les violences ont fait près de 90 morts. Gladys Mamba. L'ONU veut enquêter sur les tueries au Burundi. Une demande de mission d'enquête au Burundi a été déposée par l'ONU ce lundi 14 décembre 2015. Cette requête fait suite aux événements survenus vendredi 11 décembre. Plusieurs camps militaires de la capitale Bujumbura ont été la cible d'une attaque coordonnée. Selon les sources burundaises, au moins 90 victimes étaient à déplorer. Et cette fois-ci, il s'agit d'une attaque des rebelles qui ne sont pas encore identifiés sur 4 camps militaires. Et à la suite de ça, la répression a été sauvage, la répression du pouvoir, notamment dans les quartiers de Nyakabiga, Musaga et Ngagara. Et il y a eu beaucoup de morts. La police arrêtait les gens et les tuait. On les retrouvait ligotés et tués. Samedi 12 décembre, plusieurs corps sans vie de jeunes gens étaient également retrouvés dans les rues des quartiers de la capitale. Les autorités burundaises sont soupçonnées par l'ONU de violation des droits de l'homme. Un drame qui intervient au lendemain de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme le jeudi 10 décembre. Compte tenu de la situation, disons, une mission s'impose, se justifie. S'il s'agit d'une mission d'observation, elle pourra se faire, mais s'il s'agit d'une mission de maintien de la paix des forces des Nations Unies, il y aura des problèmes parce que il y a toujours le droit de veto des Chinois ou le droit de veto des Russes qui s'opposent toujours à ce que la communauté internationale intervienne au Burundi. Le droit de veto déjà exercé auparavant par la Chine et la Russie, membres permanents du Conseil de sécurité, pourrait entraver une nouvelle fois les projets des Nations Unies à l'égard du Burundi. Le texte déposé par les États-Unis doit être débattu ce jeudi 17 décembre lors d'une session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Depuis la réélection du président Pierre Nkurunziza en juillet 2015, le Burundi peine à se stabiliser. Daouda, est-ce que cette résolution a une chance d'aboutir ? Comme on l'a entendu dans le reportage, Fanny, si la Chine, par exemple, pose son droit de veto, ça n'a pas de chance d'aboutir. Et cela repose, au-delà du Burundi, la question même de la gouvernance de l'Organisation des Nations Unies, puisque aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a urgence d'agir, d'intervenir en tous les cas, même si c'est une mission d'observation au Burundi, puisqu'il y a des victimes quasiment tous les jours. À la moindre occasion, à la moindre attaque subie par le gouvernement, il y a une représaille qui est disproportionnée et qui est complètement aveugle. On tire sur des gens qui sont même pas forcément responsables de ce qu'on leur reproche. Donc il est évident que depuis que le président Nkurunziza s'est maintenu au pouvoir, la situation se détériore. Maintenant, je pense qu'il est quand même temps que la communauté internationale prenne ses responsabilités, ou alors l'Union africaine. Maintenant, ça n'a pas beaucoup de chances d'aboutir, cette résolution, mais j'ai envie de dire il faut bien une solution pour le Burundi, parce que si on laisse comme ça risque d'être chaotique. Alors justement, Samuel, comment expliquer qu'on n'entend pas vraiment l'Union africaine de ce dossier ? Il est difficile d'entendre l'Union africaine sur ce dossier si déjà les Nations Unies sont incapables d'apporter des décisions efficaces sur la situation. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à cette mission d'enquête. Je crois qu'il n'y a pas lieu de mener des enquêtes. Il n'y a vraiment pas lieu de mener des enquêtes. Tous les rapports sont unanimes sur le niveau d'exaction sur le terrain. Les rapports sont produits tous les jours.
que ce soit auprès des représentations diplomatiques sur le terrain, que ce soit au niveau des autres organisations internationales représentées dans le pays. Tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Mission d'enquête, pourquoi faire? Pour reconstater ce qui est déjà connu, pour revoir exactement comment le gouvernement de Nkurunziza malmène des populations ou terrorise des gens. Est-ce qu'il faut encore consacrer des semaines et des mois à attendre le rapport qui sera produit par la commission d'enquête pour prendre quelle résolution, pour prendre quelle décision, alors qu'on sait déjà tout ce qui se passe sur le terrain? Toutes les organisations produisent des rapports tous les jours. L'Union africaine est complètement incompétente sur le plan opérationnel. Elle peut faire des constats. Elle a désigné des médiateurs qui n'ont pas le poids nécessaire pour régler la situation. On peut constater que la médiation sous la présidence ougandaise, aujourd'hui, n'a pas porté ses fruits et peine d'ailleurs à porter ses fruits. La seule présence qu'on a observée au cours des dernières semaines et au cours des derniers mois, c'est un émissaire envoyé par le président ougandais lors du lancement officiel de la Commission nationale de dialogue interburundais. Mais cette commission, d'ailleurs, est rentrée officiellement en fonction il y a quelques semaines, ou à peine 1 ou 2 mois. Et depuis qu'elle a été mise en place, elle est complètement dépourvue de moyens opérationnels et financiers et techniques nécessaires pour organiser le dialogue. Et il faut donner des moyens à cette commission, il faut sensibiliser les différents acteurs, il faut former les différents acteurs sur le processus de négociation et de médiation. Et tout cela n'est malheureusement pas fait. Toute l'action diplomatique effectuée ces derniers temps se limite à la constatation des faits. Alors Jean-Marie, qui peut aujourd'hui obliger le pouvoir à accepter ces négociations? C'est une situation qui est très complexe, Fanny, parce que, je vois pas, c'est-à-dire, il y a Samuel qui vient de tout dire. Quelle est l'organisation qui aujourd'hui peut contraindre le président, c'est-à-dire d'arrêter, de tuer sa propre population? Je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? On va encore repartir sur les constats, c'est-à-dire il a tout dit Samuel. Donc dès cet instant-là, il y a une seule approche à mettre en place. C'est quoi? C'est une approche, si vous voulez, où vous avez des forces armées qui sont sur place au Burundi, parce que nous sommes sur un processus qui viole déjà la loi sur toute, sa quintessence, à savoir la loi fondamentale du Burundi. Elle a été violée. On me dira que le Burundi n'est pas le seul pays, mais quand on en arrive à des exactions comme celle-là, il est temps de réagir au niveau international. La communauté internationale doit aider, si vous voulez, le Burundi à se stabiliser. Donc sans un apport vraiment armé, des forces armées qui soient au Burundi, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette situation-là. Et c'est une situation dont j'ai peur qu'on tombe dans un enlisement dont on n'en sortira pas. Merci. Dans l'actualité également, en Centrafrique, le groupe rebelle Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique a renouvelé son intention d'empêcher les scrutins prévus le 27 décembre prochain. Il avait déjà tenté de perturber le référendum constitutionnel de dimanche dernier. Zahra Mohamed Moutu. Le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique vient de réitérer son intention d'empêcher les élections législatives et présidentielles du 27 décembre prochain. Noureddin Adam, chef de l'ex-coalition Seleka et leader du groupe, contrôle notamment la région de Kagabandoro dans le nord-est du pays. Raison de cette opposition, le groupe rebelle accuse l'ONU de l'avoir exclu du processus de transition. Ils trouvent toujours des alibis pour dire que l'ONU les a exclus. C'est une transition consensuelle. C'est une transition qui avait été mise en place, qui a pour feuille de route la paix, ramener la paix, réconcilier les Centrafricains et puis organiser les élections. Je pense que ce processus a été respecté, cette feuille de route, plus ou moins, je dis pas en totalité, a été respectée, parce qu'on a vu qu'il y avait eu le forum de Bangui, il y a eu le forum de Brazza, et que tout le monde s'est mis en se disant il faut aller aux élections. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils disent qu'ils ont été exclus. Cette annonce n'inquiète pas outre mesure, affirment les autorités en charge des élections. Le premier tour de l'élection présidentielle devrait se tenir le 27 décembre prochain, une échéance déjà maintes fois reportée. L'annonce qui a été faite par ce groupe militaro-politique est une surprise au sein de la population déjà. C'est pas la première fois que M. Noureddin fasse des déclarations aussi provocantes et incendiaires.
Mais bon, la population est restée indifférente par rapport à ça parce que, vous savez, la Centrafrique est un pays plus que jamais uni. Les Centrafricains n'ont jamais voulu l'esprit de division ou de scission. Et que la déclaration qui a été faite a laissé indifférent cette population parce que pour eux, c'est un non-événement. Parce qu'aujourd'hui, là, le peuple se mobilise pour aller aux élections. C'est la seule condition pour que le pays puisse se mettre sur les rails et puis avancer. Le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la rébellion Séléka a plongé le pays dans une grave crise entre communautés musulmanes et communautés chrétiennes. La MINUSCA, de son côté, a dévoilé son dispositif visant à encadrer et sécuriser le processus électoral. Jean-Marie, est-ce que d'après vous, ce groupe a les moyens de nuire à ces élections, de faire échouer ces élections? Je dirais pas faire échouer les élections, Fanny, mais la capacité de nuisance du groupe est réelle, parce que c'est un groupe qui est connu, c'est pas un groupe nouveau. Vous avez, sur la scène politique centrafricaine, vous avez un certain nombre d'acteurs dont on connaît les capacités de nuisance. Peut-être pas jusqu'à empêcher les élections, mais apporter une nuisance certaine qui permettrait peut-être par la suite qu'il y ait des contestations sur le processus électoral tel qu'il s'est déroulé. Bon, ce sont des gens, on en a suffisamment parlé sur ce plateau. Moi, je fais partie des gens qui ont toujours prôné, c'est-à-dire la démilitarisation de toutes les forces de Centrafrique avant d'aller aux élections. Parce que tant que cela n'est pas effectué, vous aurez toujours des forces qui ont une capacité de nuisance réelle qui, même si les élections se déroulent, vont toujours rester dans cette contestation-là. Étant donné que ce sont des groupes armés qu'on ne peut pas contrôler, donc ça voudrait dire qu'à un moment ou à un autre, il y aura des exactions qui seront commises, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on va nous sortir éventuellement que le fichier électoral n'était pas complet, dans la mesure où on sait que vous avez un certain nombre de Centrafricains qui vivent à l'extérieur de leur pays. Donc, ils pourront s'asseoir dessus. Juridiquement, ça se tient. Mais maintenant, dans ce cadre-là, que faut-il faire dans ces conditions? Il faut poser les élections sur la table, éventuellement, en se disant tout simplement que ça permettra de déboucher sur un processus constructif de stabilisation de toute la République centrafricaine. Mais la capacité de nuisance du groupe, elle est peut-être... Bon, les gens la négligent. La preuve, c'est qu'on en parle aujourd'hui. Vous avez des journaux qui en parlent, donc ça veut dire que cette capacité de nuisance, elle existe quelque part. Alors, Daouda, ce groupe a fait une tentative de sécession en proclamant un État autonome dans le nord-est de la Centrafrique. Est-ce que ce sont des velléités qu'il faut prendre au sérieux? Tout à fait, Fanny. Il faut prendre cela au sérieux, puisque le but de ce groupe, c'est quand même de gagner du terrain petit à petit et de profiter de ce chaos pour s'imposer. Donc le territoire du Nord-Est que réclame le FPRC, il faudra prendre garde pour pas que cette revendication soit quelque chose qui se propage. Étant donné qu'à partir de là, après, ce serait Bangui qui serait menacé. On est dans quelle configuration aujourd'hui? Il y a un groupe qui est dirigé par Nourdine Adam, mais en même temps, lui, il est de l'ex-Séléka. Et toute la Séléka, comme l'a bien dit Jean-Marie, n'a pas été désarmée. Donc, il y a quand même des poches de résistance armée. Et lui, à partir du moment où il lance un appel et qu'il arrive à avoir un succès quelconque, le risque, c'est que les autres groupes se rallient à sa cause. Et ça, il faut complètement l'éviter. Et je pense que la mission des Nations Unies, la MINUSCA, a aussi la mission de défendre l'intégrité territoriale de la République centrafricaine. Et à ce titre-là, s'il faut aller au combat contre ceux qui prennent les armes et qui réclament un territoire, il faut le faire. Après, c'est sûr que la MINUSCA a une mission limitée, mais dans tous les cas, elle a le devoir de défendre l'intégrité territoriale, et à partir du moment où on sort du schéma de guerre civile ou de guerre islamo-chrétienne et qu'on rentre dans un schéma d'indépendantiste, là ça donne complètement légitimité à la MINUSCA d'intervenir avec force, et il le faut. Samuel, rapidement, ce groupe c'est un véritable danger pour l'intégrité territoriale de la Centrafrique? Clairement, Noureddin Adam a dit que désormais il y a une république du Logone. Donc il est sérieux quand il le dit. Et donc la partition du pays reste un problème majeur. Et le processus électoral, je souscris à toutes les analyses qui ont été faites, que ce soit chez Daouda ou
au Jean-Marie. Il faut dire que c'est une question préoccupante parce que le processus de désarmement n'est pas arrivé à son terme. Pour arriver à stabiliser le pays, il faut procéder à un désarmement effectif. Mais c'est utopique de penser qu'il y aura un désarmement effectif parce que les différentes factions conserveront des armes pour peser politiquement sur le jeu politique, sur le jeu national. Merci. Nous allons marquer une courte pause un instant. La deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.